Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, 2 titres au sommaire. Le parc W a servi de cadre à une randonnée pédagogique des élèves du second du CS ZAM. Objectif, mieux circonscrire les sciences de la vie et de la terre enseignées au secondaire. En Suisse, le résultat du référendum sur l'immigration est tombé. Les Suisses ont voté contre l'immigration de masse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. L'invité du dimanche de ce soir, il s'agit de Abdraman Zakaria. Il est ancien secrétaire général de l'USN, le monde scolaire nigérien qui commémore ce jour le 24e anniversaire des événements du 9 février 1990. Et Abdraman, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, avant de parler de cet anniversaire, retenez que passer de la théorie à la pratique afin de mieux cerner les sciences de la vie et de la terre telles que enseignées au niveau du secondaire, c'est l'objectif principal assigné à la randonnée pédagogique organisée hier au parc W par le CS ZAM de la capitale. Une sortie pédagogique active qui a regroupé plus d'une centaine d'élèves des classes du second de l'établissement. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Adam Ousmana sur des images de Cheb Guissou. La devanture du complexe d'enseignement secondaire CES ZAM, plus connu sous le nom de CES Goudel, a constitué le point de départ de cette sortie scolaire à destination de l'une des merveilles touristiques du Niger, le parc W Sizala Tapoua. Une activité rentrant dans le cadre de la pédagogie active qui est destinée à l'intention des élèves en classe de seconde A et C conformément à leur programme scolaire. Nous sommes venus ici pour être d'abord dans l'écosystème, voir l'écosystème, observer l'écosystème et tirer des leçons pour que ces enfants-là puissent respecter leur écosystème, leur environnement. Et je pense qu'ils ont compris la leçon, ils ont compris le motif de leur déplacement à partir d'aujourd'hui. Ce genre d'études, ce genre de sorties, normalement, ça doit être organisé par le ministère de tutelle. Il faut que normalement, dans un pays qui se respecte, n'est-ce pas, que l'éducation ait un sens. N'est-ce pas, qu'on se base sur l'éducation. Une fructueuse sortie pour l'apprentissage des sciences, de la vie et de la terre, qui restera à jamais gravée dans la mémoire de ces élèves qui ne demandent d'ailleurs qu'une réédition. Ça va nous aider à bien connaître la nature, puisque en classe seulement, on connaît les noms des animaux et puis on ne les voit pas. Donc on profite de ça pour mieux les connaître. Et puis les voir, dès qu'on parle de tel, on entend le nom de tel animal, on sait que c'est tel animal. On a fait des cours en classe, on a fait la théorie, maintenant on est venu faire la pratique. Ce que le prof nous parlait dans la classe, on est venu voir ça sur place maintenant. Vraiment j'apprécie ça. Ça va servir aux élèves de découvrir certaines choses qu'ils n'ont pas vues et d'autres d'améliorer leur culture générale. Le visite, ça s'est bien passé, puisque moi, cette fois-ci, moi, j'ai jamais été ici. Vraiment, ça nous a plu. On a tout vu. On a vu les animaux. On a bien circulé l'endroit. Il nous a tout expliqué avant de venir ici. On a tout vu en classe. On a beaucoup appris. On a même noté ce qu'on a vu. On a beaucoup vu et puis on a bien apprécié. Voilà, on a beaucoup vu des animaux. Déjà, on nous a déjà expliqué en classe. Et puis, on a noté beaucoup de choses, de même le musée. Et maintenant, on a vu l'eau, le parc W, la définition. Soulignons que la réussite de cette randonnée pédagogique très instructive, devant être obligatoire, a été rendue possible grâce à l'implication des autorités municipales de la capitale et de la société Oriba, pour qui l'éducation occupe une place de choix dans son volet social. Vivement donc la prochaine sortie pédagogique du CS ZAM. Aujourd'hui, 9 février 2014, le monde scolaire nigérien commémore le 24e anniversaire des événements du 9 février 1990. Pour en parler, je l'annonçais donc au début de cette édition, nous avons un invité. Il s'agit de Abdraman Zakaria. Il est ancien secrétaire général de l'USN. Il est également une figure de la lutte syndicale dans notre pays.
Zakaria, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'anniversaire donc aujourd'hui 9 février, c'est donc les événements du 9 février 1990. Zakaria, vous étiez quand même une figure, vous étiez un peu au niveau de l'autre côté du campus et vous étiez témoin oculaire de ces événements. Alors, avec un peu de recul, rappelez à tous ceux qui ne savent pas un peu c'est quoi ces événements du 9 février 1990. Merci, M. Tikiré. Donc, les événements du 9 février 1990, en fait, c'est une date, le 9 février, mais c'est aussi une histoire. C'est une histoire, c'est l'histoire du mouvement scolaire nigérien, l'histoire de l'Union des scolaires nigériens. Mais au-delà, il faut se dire que c'est aussi l'histoire du peuple nigérien. Parce que le 9 février marque, dans notre histoire récente, le début des luttes démocratiques dans notre pays. Pour revenir aux faits, bien entendu, avant les événements du 9 février 1990, les scolaires nigériens réunis au sein de l'USN, et précisément au niveau de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey, il y a eu plusieurs débats, plusieurs assemblées générales en vue d'élaborer de la manière la plus démocratique la plateforme revendicative de l'Union des scolaires nigériens. Suite à ces débats, à ces assemblées générales, il a été élaboré une plateforme revendicative dont les points les plus saillants et les plus importants sont de 3 ordres. D'abord, il y a la question de l'amélioration des conditions de vie et d'études du scolaire nigérien. Il y a la question du rejet du projet Éducation 3. Il y a aussi la reconnaissance juridique de l'USN. Voilà en fait les 3 gros points les plus importants qui constituaient à l'époque la plateforme revendicative de l'USN. Bien entendu, conforme à ces méthodes de lutte, le comité directeur de l'USN de l'époque a engagé des négociations avec les autorités du régime d'antan pour essayer de voir à travers le dialogue, à travers les propositions et les discussions, quelles pourraient être les réponses que le gouvernement de l'époque pourrait apporter à la plateforme revendicative de l'Union des scolaires nigériens. Des négociations ont eu lieu et finalement, face au refus du pouvoir d'antan de satisfaire les revendications de l'Union des scolaires nigériens, tout naturellement, l'USN a décidé d'organiser une marche pacifique pour faire entendre sa voix, pour faire comprendre à l'opinion nationale et internationale quelles étaient les conditions dans lesquelles étudiaient et vivaient les scolaires nigériens. Malheureusement, face à cette manifestation pacifique, à cette marche pacifique, le pouvoir d'antan a choisi la méthode la plus barbare et la plus brutale, qui était de réprimer le mouvement de l'Union des scolaires nigériens avec des balles réelles. Là, à l'époque, il y avait eu 3 morts, plusieurs blessés graves. Et voilà, en fait, de manière résumée, comment on peut justement restituer les faits par rapport à cette date. Alors, par rapport à cette date, 24 ans après ces événements du 9 février 1990, la lumière, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a eu quand même des martyrs. Mais jusque-là, le mouvement scolaire nigérien continue à réclamer pour que lumière soit faite sur la mort de Aliona Anti, Aoud Maman Saguir et Issa Kaini. Qu'est-ce qui explique un peu cette injustice jusque-là qui n'est pas encore réparée? Moi, je trouve qu'il faut situer cette question de faire la lumière à 2 niveaux. Okay. D'abord, il y a un premier niveau, après le 9 février, la conférence nationale et les différents régimes qui se sont succédés. Quel a été, n'est-ce pas, leur engagement, leur sens de responsabilité de vouloir faire la lumière sur cette question? On peut se rendre à l'évidence que le 9 février a permis à notre pays d'être là où on est aujourd'hui avec la démocratie, mais les régimes qui se sont succédés ont voulu faire oublier cette question du 9 février. Bon, chacun selon son approche. Et de l'autre côté aussi, il y a la force de l'Union des scolaires nigériens. C'est une question de rapport de force dans ce cas. Et je suppose qu'il appartient à l'USN de faire basculer les rapports de force de son côté. Quand je parle de l'USN, bien entendu, je parle des dirigeants actuels pour que cette lumière soit faite. Sinon, à l'étape actuelle des choses, il n'appartient pas à quelqu'un d'autre en dehors de l'USN et bien entendu de certains
citoyens qui ont été dans l'USN et qui ne sont pas dans l'USN aujourd'hui d'influer de tout leur poids et de tout leur sens de responsabilité pour que l'humeur soit faite. Parce que le 9 février, c'est vraiment une date historique pour ce pays. Alors, une date historique, c'est quand même une lutte qui porte le label de l'USN. L'USN qui exige, entre autres, donc, les meilleures conditions d'études. Mais avec un peu de rappel, M. Léger, jusque-là, les conditions ne sont pas quand même les meilleures, s'il faut le dire. Donc, ce qu'il faut retenir, quand même, sans être nihiliste, et aussi tout en étant réaliste, je pense qu'il y a eu quelques avancées dans le sens d'améliorer les conditions de vie et d'études du scolaire nigérien. Effectivement, il y a des années de cela, il y avait d'autres régimes qui ont essayé de mettre à l'écart cette question d'amélioration des conditions de vie et d'études des scolaires nigériens, mais il y a d'autres régimes aussi qui ont eu à faire de leur mieux. Et je pense que l'État étant une continuité, à l'étape actuelle des choses aussi, il faut admettre qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de réalisations qui sont en train d'être faites dans le sens de mettre les scolaires nigériens dans les meilleures conditions de vie et d'études. Bien entendu, il faut être, comme je l'ai dit, réaliste et voir ce qui est revendiqué et ce que le Niger peut faire par rapport aux scolaires nigériens. C'est tout en fait ce qu'il faut dire et je pense que les scolaires nigériens doivent continuer aussi de revendiquer avec tout le sens de responsabilité. Beaucoup de réalisations, mais quand même beaucoup de soubresauts de le mouvement scolaire nigérien, monsieur Zakaria. Oui, il y a beaucoup de soubresauts. Deux fois, ça dépend de la manière dont les revendications sont posées et aussi ça dépend de la manière dont ceux-là qui sont censés apporter les réponses à ces revendications réagissent. C'est une question d'approche. Mais moi, je pense que de part et d'autre, quand même, il faut observer qu'il y a un pas qui est fait allant dans le sens de régler ces problèmes. Ils sont majeurs, ils sont grands. C'est une gageure, ce n'est pas une sinécure de part et d'autre. Donc, il faut l'approcher de cette manière. Alors, l'USN continue toujours à marteler le discours d'anti-impérialisme. Zakaria. Et pour vous, qu'est-ce qui explique un peu cette position de l'USN encore? Je pense que c'est une plateforme de l'USN depuis sa création en 1960 à nos jours. Et si aujourd'hui, les scolaires nigériens estiment que cette plateforme est d'actualité, l'anti-impérialisme, c'est justement parce qu'elle est d'actualité. Pourquoi? Parce que personne ne peut me dire qu'aujourd'hui l'impérialisme n'existe pas. Il existe sous d'autres formes. Mais ce qu'il faut se dire, est-ce que les combats qu'on faisait avant sont les mêmes ou les méthodes de lutte sont les mêmes que celles d'aujourd'hui? Non. L'anti-impérialisme est d'actualité, mais les méthodes de lutte doivent être posées dans un contexte démocratique et voir comment faire évoluer les choses. Et bien entendu, la question anti-impérialiste aussi, pendant l'USN ou après la vie à l'USN, est une question personnelle. Il y en a qui ne croient pas, il y en a qui y croient encore. Alors, Abdraman, Zakaria, vous êtes quand même une figure, je disais donc, du mouvement syndical nigérien. Avec un peu de recul, quelle appréciation faites-vous un peu du mouvement syndical nigérien actuellement? Bon, le mouvement syndical nigérien, l'appréciation que j'en fais, je l'ai toujours dit, en fait, il y a beaucoup de nombrilisme. Parce que l'approche patriotique et l'approche avec civisme des questions de citoyenneté sont un peu mises à l'écart. Aujourd'hui, beaucoup se cachent derrière les syndicats pour revendiquer des choses qui, en réalité, ne peuvent que profiter à leur petite personne. Et c'est un appel que je lance aujourd'hui aux syndicats, aux mouvements associatifs et au-delà même le mouvement politique pour mettre en avant le civisme et le patriotisme. Le syndicalisme, la politique ou le mouvement associatif ne peuvent pas servir de tremplin pour effectivement résoudre ces problèmes les plus immédiats et les plus égoïstes. Il faut penser au Niger.
Il faut penser au Niger, et le Niger qui est en pleine négociation actuellement avec le groupe nucléaire Areva. Zakaria, c'est pour parler de l'actualité, et ces négociations qui sont en cours, et le Niger qui veut voir un peu plus clair par rapport donc aux retombées de notre uranium, en revendiquant l'application de la loi minière par Areva et la loi minière 2006. Et il y a un combat qui est en train d'être mené depuis quelque temps par la société civile dans ce... Bon, donc ce qu'il faut se dire, cette question de négociation sur l'uranium, la loi de 2006 et tout ce qui s'ensuit, c'est une question nationale. Et qui parle de questions nationales, bien entendu, parle des intérêts de notre pays. Et quand les intérêts de notre pays sont en jeu, ce qu'il faut se dire, c'est que toutes les forces, qu'elles soient politiques, associatives, syndicales, ou même les citoyens lambda, individuellement pris, les gens doivent converger vers la même direction, celle de défendre les intérêts du peuple nigérien. Et il faut aussi se dire que cette question d'Areva est une question qui a été mise en avant depuis longtemps par le gouvernement de la 7e République, par le président de la République. Les associations de la société civile ont aussi relayé, et il faut se dire qu'on ne doit pas se cacher, personne, que ce soit un individu ou un groupement, se cacher derrière cette question d'Areva pour semer le désordre dans le pays. Disons que notre pays nous appartient et que nous devons tous ensemble défendre les intérêts de notre pays. Ce n'est pas dans la discorde, dans le désordre, l'instabilité et autres questions que nous pouvons faire aboutir les questions nationales. C'est tout ce que j'ai à dire, et c'est un appel que je lance aux uns et aux autres. Voilà. Merci bien, Abderrahmane Zakaria. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens, l'USN, qui commémore aujourd'hui le 24e anniversaire des événements du 9 février 1990. Merci bien, Abderrahmane. Merci, M. Tikere. Autre aspect de ce journal, rencontre hier entre le ministère du Plan et les représentants des institutions financières internationales au centre de la rencontre, la relance des travaux de construction du barrage de Kandaji. Le compte rendu avec notre reporter Asma Rachina. Après la rupture du contrat de construction du barrage de Kandaji avec la société russe ZNS, il y a environ 5 ans, les autorités nigériennes ont changé de stratégie en vue de la réalisation de cet important projet. C'est ainsi que notre pays a participé à la conférence des bailleurs à Vienne en décembre dernier, dans l'objectif de convaincre des partenaires pour le financement de la relance du programme du barrage de Kandaji qui comprend plusieurs volets. À la date d'aujourd'hui, il y a 11 bailleurs de fonds qui financent le programme de Kandaji dans son intégralité. Ce programme, vous savez qu'il comporte plusieurs volets. Il y a d'abord la construction du barrage physique, qui est l'ouvrage de génie civil, qui est la première phase. Et vous avez une phase qui concerne la construction de la centrale électrique, une autre deuxième phase qui s'occupe de la construction d'une ligne de transport électrique entre Kandaji et Niamey, un programme d'irrigation, un volet qui concerne toutes les questions environnementales et enfin un dernier volet qui concerne la réinstallation des populations qui sont à déplacer. Évidemment, nous avons aussi récemment rajouté la construction de la partie de la route Tilaberi-Aïrou qui sera inondée par ce barrage, tronçon de route qui n'était pas dans les programmes initiaux et qui vient donc d'être intégré et complètement financé. Les responsables des grandes institutions financières internationales présents à cette réunion ont tour à tour pris la parole pour s'exprimer par rapport au barrage de Kandaji. Et tous ont reconnu que ce barrage est stratégique pour le développement du Niger et réaffirmé l'engagement de leurs institutions respectives à accompagner le Niger pour la réussite de ce projet. À titre d'exemple, la Banque mondiale s'engage à investir 55 millions de dollars supplémentaires pour la relance des travaux du barrage de Kandaji. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est bien sûr pas seulement un barrage, mais c'est surtout de l'énergie bon marché et propre et jusqu'à 45 000 hectares de nouveaux périmètres irrigués.
Donc Kandaji peut vraiment devenir un moteur pour le Niger, un pôle de croissance, et afin de permettre de générer des emplois, surtout pour les jeunes, et de vraiment réduire la pauvreté et aider au partage de la croissance, ce qui est au fond la mission de la Banque mondiale. Et afin d'aider la partie nigérienne à relancer les travaux de génie civil du barrage au plus vite, tous les partenaires autour de cette table ont bien sûr contribué à la relance suite à la table ronde de Vienne tenue en décembre. La Banque mondiale, pour sa part, propose de mettre environ 55 millions de dollars supplémentaires et en supplément à son crédit existant de 200 millions de dollars pour justement aider à cette relance. Le gouvernement du Niger est satisfait des engagements de ses bailleurs de fonds et reste confiant. Ainsi donc, les Nigériens retrouvent l'espoir pour la réalisation de leur vieux et cher rêve, cet important ouvrage, le barrage de Kandaji. Cette rencontre a également été l'occasion pour le ministre du Plan, Amadou Bakar Sissé, d'aborder deux sujets d'actualité dans notre pays. La sortie de l'ancien président de la République, Tandja Amadou, relativement à l'affaire dite des 400 milliards de francs CFA et le prêt d'Exim Bank. Retrouvant Asman China. Profitant de cette réunion, ministre du Plan et bailleur de fonds, les journalistes ont posé une préoccupation au ministre du Plan relativement à la sortie de l'ancien président de la République, Tandja Amadou, qui a annoncé que 300 milliards de francs CFA du Niger sont logés à la Banque islamique du développement. Ce sont des propos regrettables, a dit le ministre. D'abord, je crois que l'auteur lui-même a reconnu que sa parole a certainement dépassé sa pensée. Mais ce qui nous peine dans cette affaire, c'est le tort inutile que nous faisons à un partenaire de poids qui a toujours été à nos côtés depuis de très très nombreuses années. Un partenaire très engagé dans le développement du Niger. Et il serait totalement dommageable que pour des propos tenus avec certainement une certaine insuffisance au niveau des informations, nous amène à tenir des propos qui, à l'endroit de certaines personnes qui ne le méritent pas. Et nous voulons d'abord, et je veux m'en excuser auprès du président de la Banque islamique de développement, en tant que gouverneur de la Banque islamique de développement pour le Niger, et en tant que d'ailleurs ancien vice-président de cette institution, puisque ces propos qui sont tenus ne reflètent en rien la réalité. Je voudrais m'en excuser d'abord auprès de la Banque islamique de développement. Tout le monde sait que la Banque islamique de développement est une institution de développement. Ce n'est pas une banque de dépôt. Cette banque ne reçoit pas des ressources de ses États membres en termes de dépôt. Une autre préoccupation à laquelle le ministre du Plan a répondu, la question du prêt d'Exim Bank, une question qui continue d'alimenter la polémique entre le gouvernement et le président de l'Assemblée nationale. Le prêt d'Exim Bank dont il est question, et j'ai vu donc avec la dernière interview de Jeune Afrique, à cette occasion, un amalgame total est fait sur des choses qui me paraissent particulièrement surprenantes venant d'un responsable d'aussi haut niveau. On a indiqué ici, de façon très claire et nette, que nous n'avons pas emprunté 2 milliards de dollars avec Exim Bank sur un prêt de son guichet commercial, mais 1 milliard de dollars, c'est-à-dire 500 milliards de francs CFA. Ceci, nous l'avons étayé, nous avons discuté de cela, nous avons donné des éléments d'information à l'Assemblée nationale, et en dépit de tout cela, le président de l'Assemblée persiste à essayer d'entacher l'honneur de ceux qui ont été à l'origine donc des négociations de ce prêt. Nous allons, comme nous l'avons eu à le dire déjà à plusieurs reprises,
comme tous les prêts, Exim Bank ne fait pas exception. Ces prêts sont soumis à ratification, à autorisation de ratification par le Parlement. Actuellement, le gouvernement a déjà examiné ce prêt en conseil de cabinet. On va le faire en conseil des ministres et le transmettre dans les meilleurs délais à l'Assemblée nationale. Et cette occasion sera donnée pour confirmer une fois de plus ce qui est une réalité évidente, que nous avons parlé d'un prêt de 500 milliards de francs CFA. Affaire de 400 milliards et le prêt d'Exim Bank, deux préoccupations qui gênent vraisemblablement le régime en place. Des préoccupations évoquées également par le président de la mouvance pour la renaissance du Niger à l'occasion de la rentrée politique de la MRN. Deux sujets autour desquels certainement il y a des zones d'ombre et qu'il faille éclairer le peuple nigérien. Point final de cette édition d'information sur la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.